Merci, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous proposer un voyage dans des pays qu'on côtoie tous les jours. En fait, un pays dans les mondes animaux. Parce que l'un des grands défis de l'humanité, ça va être de comprendre l'animalité. Pour ce faire, je vais vous proposer un voyage accompagné par une science, qui est la science qui étudie les comportements des animaux, humains et non humains, c'est-à-dire l'éthologie. Cette éthologie, elle se divise, ou on peut la diviser en 3 grandes approches. La première, c'est l'éco-éthologie. Cette éco-éthologie va vous amener sur le terrain. Elle est basée sur l'observation des groupes d'animaux, comment ils survivent dans ce milieu, comment ils cherchent de la nourriture, comment ils cherchent des partenaires sexuels, comment ils défendent leur territoire. Cette éco-éthologie voit l'organisme de vision un peu macroscopique dans son ensemble. Cette éco-éthologie se nourrit aussi de la sélection naturelle, c'est-à-dire seuls les organismes qui ont évolué, qui se sont adaptés, vont être à même d'avoir une descendance de plus en plus performante pour le milieu dans lequel elles vivent. La deuxième approche est totalement différente. Son origine, c'est le behaviorisme, le comportement dans les laboratoires. Cette approche cognitiviste, comme son nom l'indique, signifie étudier les capacités cognitives des animaux, c'est-à-dire les comportements intelligents des animaux. Elle nourrit aujourd'hui tous les processus d'intelligence artificielle. Cette éthologie, elle place l'animal dans des situations où il va devoir résoudre des problèmes. Donc elle calcule des bonnes et des mauvaises réponses, des temps de réponse. Elle calcule si l'animal il a de la mémoire, comment il résout des stratégies. Est-ce qu'il va demander de l'aide, de la coopération? Au contraire, est-ce qu'il va manipuler son congénère, va le tromper? Cette éthologie donc traite comment l'animal acquiert l'information, la traite, la mémorise, la transmet. Donc, d'une vision macroscopique, déjà on est passé au niveau individuel. Cette éthologie cognitiviste, ce qui l'intéresse, c'est la boîte noire, c'est le cerveau. Donc, tout organisme avec un système nerveux, avec un cerveau, est le sujet d'étude du cognitivisme. Troisième et dernière approche, le constructivisme. Alors, ce constructivisme, il a été défendu par un labo toulousain, d'où mon accent. Et déjà, il y a 30 ans, grâce à Alain Gallo, que vous voyez en haut à gauche, et à Jacques Gervais, qui est malheureusement disparu, j'ai eu le privilège d'être formée à cette éthologie constructiviste en compagnie de Pascal Carlier, Jean-Marc Bonzon et le dernier Raphaël Chalmot. En fait, ce constructivisme se nourrit de phénoménologie. C'est quoi la phénoménologie? C'est un courant de la philosophie qui imagine qu'on va habiter le monde par les expériences qu'on fait sur le monde. Je vais vous prendre un exemple qui va vous résumer les 3 approches. On est là dans une pièce unique, on est un groupe d'Homo sapiens, d'accord? On est d'accord là-dessus. On a tous un système nerveux, on a tous un cerveau. OK. Sauf que je peux vous assurer que l'expérience que je fais de la pièce, là, elle est totalement différente de la vôtre. Donc le fait qu'on partage, qu'on appartienne à la même espèce, le fait qu'on ait un cerveau qui fonctionne à peu près pareil, certainement les vôtres sont beaucoup plus dynamiques que le mien, à mon âge, mais voilà, on a des expériences différentes. On vit des expériences différentes parce qu'on a des histoires individuelles différentes. Maintenant, imaginez que je fasse rentrer un chien dans cette pièce. Alors, ce que je suis en train de raconter sur le constructivisme, tout ça, ça ne va pas du tout l'intéresser. Par contre, ce qui va l'intéresser, ce sont les odeurs. Donc, dans cette pièce, il y aura certainement des endroits où il sera attiré par une odeur agréable. Si je fais entrer une mouche, une girafe, elles vont vivre des expériences différentes. Donc, votre appareillage sensorimoteur vous met dans la position de mettre en signification le monde par les actions que vous allez porter. Des actions de perception,
mais aussi des actions perceptives et cognitives. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la loi sur les animaux, qui a pour visée de protéger les animaux, change. Aujourd'hui, on est obligé de considérer les animaux comme des êtres sensibles, des êtres sentients, c'est-à-dire des animaux qui ont une conscience, des animaux qui ont des émotions, des animaux qui vivent à la première personne. Et le fait de combiner approche cognitiviste et approche constructiviste répond à cette nécessité. Donc, comme Dominique l'a dit, je suis éthologue et j'ai la particularité d'étudier certains animaux, qui sont les cétacés. Du coup, je suis cétologue. Donc, je vais vous proposer une toute petite vidéo pour vous montrer mon quotidien et je vais vous amener avec moi à La Réunion, parce que j'étudie les mammifères marins un peu partout dans le monde, j'ai cette grande chance. Et à La Réunion, je travaille avec une association qui s'appelle l'association Abyss. On part en bateau, on plonge les micros et aussi on enregistre les comportements. Donc 30 ans passés à observer ces animaux, mais ma particularité, c'est que j'ai décidé littéralement de me mouiller. C'est-à-dire que je suis descendue du bateau et j'ai plongé avec les mammifères marins. Enfin, plonger, c'est un bien grand mot parce que je n'utilise pas les bouteilles, j'utilise les palmes, masques et tubas. Pendant 30 ans, j'ai nagé, j'ai côtoyé, on m'a autorisé, enfin les animaux m'ont autorisé à les approcher, et ils m'ont donné des leçons de vie et surtout des leçons de politesse que je vais partager avec vous. La première leçon de politesse, c'est déjà, avant d'aller à l'eau, c'est de regarder si les animaux vous acceptent. Donc, la première chose, on trouve des animaux, on trouve des dauphins, on arrête le moteur et on regarde ce qu'ils font. Et si je pense que le fait d'aller à l'eau ne va pas les déranger, c'est qu'à ce moment-là que je vais m'immerger. Quand je m'immerge, je vais d'abord le faire sans fracas, je ne vais pas plonger, je vais me laisser couler le long du bateau. Et puis, je me dirige tout doucement vers les animaux. Le signe, pour moi, le signe d'acceptation, c'est quand je m'approche et qu'ils ne changent pas de comportement. Le fait qu'ils continuent à faire leurs actions, ça signifie pour moi qu'en fait, c'est bon, je ne les dérange pas. Et après, je peux petit à petit abolir cette distance et laisser s'approcher aussi de moi. Je leur laisse la possibilité d'initier aussi l'interaction. La grosse erreur que j'ai faite au tout début, c'est de prétendre et de penser que quand il y avait un individu qui s'approchait de moi, c'était pour interagir. C'est-à-dire, il venait à moi en disant « super, on peut jouer ». Et en fait, non. Ce qu'il dit ou ce qui signifie, c'est qui tu es, qu'est-ce que tu fais. C'est tout à fait différent. Et en fait, la distinction entre « je veux jouer » ou qui tu es, cette distinction, on va le faire en regardant le regard, en posant une attention particulière sur le regard des dauphins. Les dauphins, quand ils sont dans une situation d'inconfort, comme beaucoup d'animaux, ils vont écarquiller les yeux. Donc quand vous voyez le blanc des yeux d'un animal, c'est qu'il est dans une situation de vigilance. Donc je vous invite à regarder pas mal de photos sur Instagram, sur lesquelles vous avez la notation « J'ai vécu le moment génial de ma vie en nageant avec les cétacés, avec le dauphin, etc. » Et le dauphin, il a les yeux grands ouverts. Donc lui aussi vivait la situation, mais peut-être de manière moins agréable. Donc ça a été ma première leçon de vie, mes premières règles de politesse que j'ai pu apprendre. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que aujourd'hui, on est obligé de changer de perspective et la notion qu'on a, nous, humains, sur le vivant, elle est obligée de changer. C'est-à-dire, on est passé de cette version pyramidale, où vous voyez, au sommet de la pyramide, il y a l'être parfait, l'humain, et en dessous, il n'y a que des animaux qui sont perfectibles, c'est-à-dire, il va leur manquer un truc, ou plusieurs trucs, pour être super génial, comme l'homme.
De cette vision pyramidale, on est passé à cette vision buissonnante. Ça change tout. Il y a une mise à plat du vivant. On n'a vraiment plus du tout cette vision de supériorité de l'homme sur tout le reste du vivant. Là, si vous faites chercher Charlie, c'est où est l'homme? Vous avez le petit tracé rouge, mais on retrouve ce dont Marc nous a parlé, avec les archées, les bactéries et tout ce qui est cellules organisées, donc les eucaryotes. Donc, en changeant de perspective, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait? Merci. Comment on change de perspective? En fait, ça, c'est mon outil de travail. J'ai passé 30 ans en combinaison de plongée, oui, c'est dur la vie, et avec des palmes aux pieds. Ça m'a permis de faire aussi un changement littéral de perspective. Hop. Notamment, quand vous mettez des palmes aux pieds, vous quittez l'environnement terrestre, vous ne passez plus de cette position droite, vous avez une vision de supériorité sur le vivant, vous êtes en position allongée. Donc déjà, ça change. Une autre chose, c'est quand je suis dans l'océan, je ne suis plus du tout au sommet de la chaîne alimentaire, je suis en plein milieu. Et ça aide réellement à changer de perspective. Ensuite, pourquoi on change de perspective? Pourquoi c'est nécessaire de changer de perspective? Parce qu'on va poser de nouvelles questions aux animaux. On va passer de cette vision pyramidale, qui est très anthropocentrée, à une vision plane du vivant, qui est donc zoocentrée. Quand vous faites l'effort de passer vers l'animal, vous allez essayer de dénoncer des questions qui pour moi sont dolphinocentrées, baleinocentrées, pingouincentrées parfois. Et du coup, on va donner la possibilité aussi aux animaux de proposer des choses. On ne voit plus du tout l'animal construit en creux par rapport à l'homme. Donc pendant 30 ans, j'ai construit ce rapport, j'ai construit aussi des liens d'amitié avec l'animal. J'ai plus eu du tout cette distance vis-à-vis de mon sujet d'étude, parce que les animaux ont des personnalités différentes. 30 ans passés à faire cette éthologie, c'était super, enfin c'est toujours super, sauf que j'ai un peu fait le tour de la question et j'ai eu envie de mettre des paillettes dans ma vie. Et pour mettre des paillettes dans ma vie, je n'ai pas demandé à Kevin, je suis allée voir du côté des projets arts et sciences. La beauté de ces projets arts et sciences, c'est qu'ils amènent des émotions. D'abord, ils bousculent les chercheurs, parce qu'on est obligé de trouver de nouveaux paradigmes, de poser de nouvelles questions. Ça nous fait sortir de notre zone de confort, mais grâce à leur aide, on va créer des émotions et des émotions positives. Pourquoi c'est nécessaire de créer des émotions positives? Parce que si, par exemple, je prends l'effet du réchauffement climatique, je peux renforcer l'éco-anxiété. Je vous dis, les gars, c'est pas la peine, on va tous crever. Émotion négative, est-ce que vous avez envie d'agir? Non, vous êtes paralysé de peur. Pas top. Si par contre, je vous montre à quel point le vivant est merveilleux, à quel point il est beau, à quel point il mérite d'être protégé, à quel point ces mondes animaux sont fabuleux, là, ça crée des émotions positives. On sait que ces émotions, quelles qu'elles soient, ont une incidence sur nos actions. Sauf que les émotions positives pérennisent nos actions. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec la fondation One Ocean, sous l'égide de l'UNESCO. Je travaille avec des professionnels de l'image, dont John Jackson, Alex Rosenfeld, Thomas Labouras, Armel Ruy et Stéphane Surina. C'est important pour moi aussi de les citer. Et donc après la réunion, je vais vous amener en Afrique du Sud, parce que notre projet, c'est de documenter le Sardine Run, qui est cette migration énorme de sardines.
vous avez fait, pendant quelques secondes, vous avez porté votre perception sur les animaux, vous avez fait du zootropisme, et j'espère que cette courte vidéo a créé des émotions positives chez vous et l'envie d'aller chercher plus loin. Ce projet va être aussi diffusé sur Arte, sur plusieurs documentaires, donc j'espère que vous les regarderez. Je suis vraiment prête à échanger avec vous sur ce sujet-là. Et je voudrais terminer par une citation aussi de Christian Bobin. Et je vous propose une façon de désobéir par l'émerveillement. Je vous remercie.